Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va se faire aujourd'hui une vidéo complète sur la radiographie de thorax, notamment sur le syndrome interstitiel, le syndrome alvéolaire, les fondamentaux sur la radiographie de thorax. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, sachez que dans la radiographie de thorax, mais dans tout examen de radiologie, il est important de mettre un point d'honneur sur la technique. Un bon examen sera bien interprété si la technique est bien réalisée et s'il est de bonne qualité. Et la radiographie de thorax n'y déroge pas. Je vous mettrai à l'écran en même temps les différentes diapositives qui vous permettront d'avoir un support de cours, d'accord? Mais sachez que la radiographie de thorax doit être faite au maximum debout, en incidence postéro-antérieure, bien de face et bien inspirée. Il y a certains critères qui vous permettent de dire que la radiographie est de bonne qualité. Il doit y avoir les épineuses au milieu des vertèbres. Il faut que les deux clavicules soient bien symétriques et il faut également qu'il y ait 6 arcs antérieurs qui se projettent au-dessus du diaphragme. Ensuite, pour un cliché en bonne inspiration, le cliché en expiration garde quelques indications, essentiellement la recherche de pneumothorax de faible quantité, donc pour pouvoir augmenter la pression au niveau de la plèvre et donc de décoller un petit peu pour montrer le pneumothorax, et également lors des piégeages, lorsque vous avez un corps étranger qui peut être obstructif, un bouchon au niveau d'une bronche, une cacahuète par exemple, à l'inspiration la bronche va se dilater, donc l'air va réussir à passer. Lorsque vous êtes en expiration, l'air, les bronches vont se collaber et donc finalement l'air qui a réussi à rentrer ne va pas réussir à sortir. Donc lorsque vous avez par exemple une inhalation d'une cacahuète et qu'elle est bloquée, en expiration elle sera du côté là où le poumon n'arrive pas à se collaber, donc le côté qui reste gros. Je vous mets une photo également à l'écran. Quelques lois de base en radiographie. Évidemment, en radiographie, on parle plutôt d'opacité, d'accord? Donc radio-opaque, radio-dense, il existe 4 grandes opacités: le calcium, l'eau, la graisse et l'air. Je vous mets également une photo à l'écran des différentes densités pour que vous puissiez vous y retrouver. Ensuite, lorsque l'on va parler, on peut parler de lignes, de bandes, de réticulation, d'opacité, etc., etc. Il faut savoir utiliser la bonne méthodologie pour pouvoir décrire correctement les lésions que l'on voit. Ensuite, lorsque l'on analyse une radiographie de thorax, il faut analyser par système. Donc les parties molles, le médiastin, le poumon, l'os, etc., etc. Je vous mets à l'écran par exemple un premier piège qui sont les ombres mammaires auxquelles il faut faire attention. Cela permet notamment dans les QCM de savoir le sexe de la personne, mais également de ne pas se faire avoir par une ligne qui pourrait faire par exemple penser à un épanchement pleural. Je vous mets également à l'écran une photo de l'anatomie du médiastin qui est parfaitement à connaître en radiographie. Sachez que c'est une photo en projection, donc différentes structures se projettent et c'est plutôt le ventricule gauche en vue de la projection du cœur dans cette situation qui va être le plus visible. Donc on visualise bien la trachée, la veine cave supérieure, les îles, l'atrium droit, etc. Donc je vous mets toutes les images et vous aurez cette anatomie à l'écran. Il est important de bien la connaître car vous allez pouvoir décrire différentes structures. Également, il faut connaître l'index cardio-thoracique, cela permet de trouver une cardiomégalie, mais dans cette condition, il faut que la radiographie soit de bonne qualité, que le patient ne soit pas allongé car on va écraser le thorax et donc on va élargir le cœur au niveau de ce thorax. Donc voilà, l'index cardio-médiastinal à mesurer uniquement si la radiographie est de bonne qualité. Ensuite, nous allons pouvoir voir les poumons, 2 lobes à gauche, 3 lobes à droite. Attention, vu que nous sommes en projection, il va y avoir des endroits où les lobes vont se recouper et c'est là que nous allons pouvoir utiliser le signe de la silhouette. Dans le signe de la silhouette, c'est notamment le but, c'est de voir que le cœur évidemment est dans le plan antérieur. Donc par exemple à droite, si on a une opacité et qu'elle est située à peu près en bas, on ne peut pas savoir si c'est du lobe inférieur ou bien si c'est du lobe moyen, d'accord? Sauf que le signe de la silhouette, si les contours de l'opacité vont se mélanger avec ceux du cœur, cela veut dire qu'ils sont dans le même plan, donc plutôt dans le plan antérieur, donc plutôt au niveau du lobe moyen. Si les contours ne vont pas mouler ceux du cœur, d'accord, donc c'est dans un plan différent, il ne peut pas être totalement en avant, donc cette opacité va être plutôt en arrière, d'accord, et donc au niveau du lobe inférieur. Quand on est à gauche, c'est la même chose. Il va y avoir un endroit où il va y avoir le lobe supérieur et le lobe
inférieur. Et donc, s'il y a une opacité et qu'il va y avoir les contours qui se moulent avec ceux du cœur, on va être plutôt en avant, donc lobe supérieur. Et si les contours ne se confondent pas avec ceux du cœur, on va être plutôt dans un lobe postérieur, donc lobe inférieur. Voilà, donc ça c'est le signe de la silhouette, ça vous permet de savoir si une opacité est plutôt dans le lobe moyen, dans le lobe inférieur, etc. En pratique, sachez que dans ce genre de conditions, maintenant, notamment au CHU, là où je travaille, de plus en plus, dès qu'on a des opacités, dès qu'on a des anomalies à la radiographie de thorax, on va être amené rapidement à faire un scanner pour caractériser ça de manière plus précise. Un petit mot sur la méthode de lecture, il y a plusieurs méthodologies à utiliser. Vous pouvez travailler par système, donc d'abord faire les tissus mous, après vous pouvez faire le cadre osseux, après vous pouvez faire le médiastin, après les poumons, etc. Vous pouvez également travailler de manière circulaire, donc de faire comme ceci, on part d'en haut et on fait hop 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 comme ça, on peut partir du milieu et faire en spirale. Voilà, il n'y a pas de méthode clé, il y a simplement une méthode qui vous correspond et qui vous plaise et une méthode qui soit préparée en avance grâce à laquelle vous n'allez oublier aucune chose. Faites attention à un biais cognitif qui est le biais de satisfaction. Cela veut dire que lorsque vous trouvez une anomalie, vous avez tendance à ne plus regarder la radiographie ou ne regarder que ça et ne pas voir d'autres choses. Donc par exemple, lorsqu'on voit une masse pulmonaire par exemple, attention à bien regarder au côté contralatéral mais également les côtes pour voir des métastases osseuses par exemple. Donc nous allons voir maintenant les différentes syndromes, donc la sémiologie pour voir les différents syndromes et on va les regrouper en plusieurs syndromes. Les syndromes alvéolaires, syndrome interstitiel, syndrome bronchique, syndrome pariétal et syndrome médiastinal. Voilà, c'est essentiellement ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. On va essayer de voir les choses les plus fréquentes en imagerie de thorax et on commence tout de suite par le syndrome pariétal. Le syndrome pariétal, en quoi consiste-t-il? C'est une anomalie de la paroi. Donc on peut avoir une anomalie des parties molles, on peut avoir une anomalie du cadre osseux, ou bien une anomalie au niveau du diaphragme. Et une des premières choses qu'il ne faut pas passer à côté, et il faut se faire l'image de ceci en tête, cela permet notamment pour les EDN, mais également pour la pratique de tout médecin, de ne pas passer à côté de ce genre de lésions qui sont facilement visibles pour un œil expérimenté, mais auquel on peut passer à côté si on n'en a jamais entendu parler. Et c'est bien évidemment l'emphysème sous-cutané, donc c'est la présence d'air sous la peau. Il peut y avoir différentes raisons, ça peut être un contexte post-opératoire, mais ça peut également être la diffusion d'un pneumothorax via un pneumomédiastin, puis au passage au niveau des parties molles du cou et donc un emphysème sous-cutané. Je vous mets en même temps également les imageries à l'écran. Ensuite, au niveau du syndrome pariétal, il faut faire attention à bien regarder le cadre osseux. Vous pouvez trouver des lésions ostéolytiques, vous pouvez trouver des fractures de côte et dans les fractures de côte, notamment les complications qui en découlent avec surtout en scanner les contusions parenchymateuses, mais en radiographie, vous pouvez trouver des pneumothorax si vous avez une côte qui est une fracture déplacée transfixiante. Dernière chose, au niveau du diaphragme, vous pouvez trouver des paralysies diaphragmatiques, d'accord, avec des syndromes de masse qui vont toucher le nerf diaphragmatique, d'accord, donc vous pouvez avoir des grosses asymétries diaphragmatiques. Ensuite, le deuxième syndrome, c'est le syndrome pleural, et on va voir qu'il existe essentiellement deux choses dans le syndrome pleural. Il peut y avoir un épanchement liquidien, donc on va voir épanchement pleural avec la ligne de damoiseau, et également l'épanchement gazeux, donc le pneumothorax. Donc dans l'épanchement liquidien, la cavité pleurale est une cavité libre, d'accord, donc on va avoir une sémiologie différente en fonction du degré de remplissage. Lorsqu'on a un remplissage qui est de faible abondance, on va avoir simplement un émoussement, d'accord, du cul-de-sac pleural, donc c'est-à-dire que le cul-de-sac pleural qui fait comme ceci, on va avoir un émoussement, on ne le voit plus. Lorsqu'on est de moyenne abondance, on va avoir cette fameuse ligne de damoiseau, donc qui est concave vers le haut. Petit moyen pour vous rappeler, quand on parle de concave, il faut de savoir de quel endroit on arrive. Donc quand je dis concave vers le haut, c'est j'arrive depuis le haut. Hop, et là, quand on la voit, elle est concave. Donc concave vers le haut. Et après de grande abondance, on peut avoir jusqu'à un poumon blanc. Et on va voir par la suite comment on fait la différence pour un poumon blanc en imagerie. Ensuite, on va avoir le pneumothorax. Le pneumothorax, c'est un remplissage gazeux de la plèvre qui, à l'état physiologique, normalement, est totalement accolé. D'accord ? Il y a une pression négative qui y règne, donc les deux feuillets de la plèvre sont collés entre eux. En fonction de l'abondance du pneumothorax, il y a différentes symptomatologies. Cela peut se résumer à une simple ligne. Donc, en gros, quand on parle de pneumothorax, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir normalement les deux lignes de la plèvre qui sont collées. Là, elles vont être décollées, il va y avoir de l'air au milieu. Donc vous pouvez visualiser la ligne de réflexion de la plèvre qui va être donc la plèvre viscérale, d'accord? La plèvre pariétale, elle va rester collée contre la paroi, mais vous allez voir la plèvre viscérale et après, autour, vous allez voir de l'air.
Donc un très bon moyen que je peux vous donner, c'est de voir cette ligne de réflexion pleurale et de voir un endroit où il n'y a pas de vaisseau, d'accord? C'est parfois difficile en radiographie, mais lorsque vous ne voyez pas de vaisseau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parenchyme pulmonaire. Et également, sachez reconnaître un pneumothorax complet, donc de grande abondance. Parfois, ça peut être un petit peu piégeux. Et attention, dans les pneumothorax, il peut y avoir plusieurs pièges, notamment parfois l'omoplate, lorsqu'elle n'est pas bien dégagée. On peut voir une espèce de ligne de réflexion et on peut penser que c'est un pneumothorax, mais c'est simplement la ligne de réflexion de l'omoplate. Donc pensez à bien regarder s'il y a des vaisseaux derrière. Ensuite, nous allons voir le syndrome médiastinal, donc ce qu'on peut voir au niveau du médiastin. Et une des complications du pneumothorax lorsqu'il est de grande abondance et qu'il va commencer à diffuser, il peut diffuser via les lignes de réflexion pleurale au niveau du médiastin et on peut voir des pneumomédiastins. On peut voir également des pneumomédiastins lors de, par exemple, des traumatismes par balle ou bien des gros traumatismes. Donc on va voir une hyper clarté au niveau du médiastin. Vous allez voir qu'en radiographie c'est parfois assez difficile et assez fin. C'est beaucoup plus visible en scanner, mais il y a certaines annales aux EDN, donc anciennement ECN, où on avait déjà vu quelques lignes de pneumomédiastin. Ensuite, on passe au fameux syndrome alvéolaire. Donc ce qu'il faut vraiment comprendre et ce qui va vous permettre de vous y retrouver, c'est que le syndrome alvéolaire est la traduction radiologique, donc là pour le coup radiographique, mais en scanner c'est la même chose, c'est la traduction d'un remplissage des alvéoles par du liquide. Ça peut être du liquide de l'exsudat ou bien par du pus ou un liquide plein de macrophages dans une pneumonie. Mais voilà, sachez que les alvéoles normalement sont remplies d'air, donc elles sont censées être noires. Vu qu'il y a quand même du tissu autour, etc., le poumon n'est pas totalement noir, on voit les vaisseaux et on voit un petit peu le tissu de soutien. Mais lorsque les alvéoles vont être remplies d'eau, d'accord, d'eau, de pus, d'une substance, elles vont être blanches. D'accord? Donc le syndrome alvéolaire, c'est vraiment une vraie opacité. Donc on voit quelque chose de blanc au niveau du poumon. Et ensuite, nous allons voir plusieurs caractéristiques qui vont définir le syndrome alvéolaire. Donc il y a 7 signes radiologiques qui vont définir le syndrome alvéolaire. Nous avons donc, on a dit des opacités à densité hydrique. Donc je vous ai montré au début les différents types d'opacité. Donc là, je vous ai dit que c'était du liquide, donc hydrique. Ensuite, on a dit que c'était confluent, nous allons voir pourquoi. La systématisation. Systématisation, ça veut dire que c'est systématisé à un lobe pulmonaire. Le bronchogramme aérien, nous allons voir que normalement les bronches, on ne les voit pas particulièrement parce qu'il c'est du noir dans du noir. Sauf que là, si tout le lobe il est rempli de blanc par les alvéoles, nous allons voir les bronches qui elles ne sont pas remplies, parce que par définition syndrome alvéolaire ça veut dire les alvéoles qui sont remplies mais pas les bronches, d'accord? Donc les bronches vont paraître en transparence par contraste noir dans du blanc. C'est pour ça que nous parlons de bronchogramme aérien, mais les bronches ne sont pas atteintes. Ensuite on peut avoir l'aspect en aile de papillon, nous allons le voir notamment dans l'OAP. Nous pouvons voir des nodules alvéolaires et il faut aussi bien parler de l'évolution. Je vous mets plusieurs exemples à l'écran, mais voilà, vous avez vraiment une opacité qui va être de densité hydrique et avec les différentes caractéristiques qu'on lui a données avant. Donc les bords sont typiquement flous, et pourquoi? Donc nous allons prendre l'exemple typique d'une pneumonie infectieuse, d'accord? Donc il va y avoir un germe qui va se mettre dans un... il va choisir un lobe. Donc par exemple, ce germe va choisir le lobe supérieur gauche. Donc il choisit le lobe supérieur gauche et il va commencer à infecter ce lobe. Il va y avoir des bactéries qui vont se mettre dans les alvéoles et il va y avoir commencé à avoir un liquide rempli de macrophages au niveau de cela, et il va y avoir une lutte entre les bactéries et les macrophages, et c'est ce qui va donner le pus. Ce pus il va être localisé, donc de densité liquidienne, il va être localisé au niveau de ce lobe supérieur gauche, d'accord. Ensuite les alvéoles elles vont avoir entre elles quelques petits trous qui vont faire que le liquide il va diffuser de manière locale, donc on est en local, on reste en local, et certaines alvéoles elles vont être complètement remplies et donc très blanches, et certaines alvéoles vont être un tout petit peu moins remplies, et donc c'est pour ça que les bords sont flous, parce que le cœur de l'infection est complètement rempli d'eau, et au fur et à mesure les alvéoles sont de moins en moins remplies pour se terminer comme ceci. Donc la limite entre l'endroit infecté et l'endroit sain n'est pas totalement à couper au couteau. C'est-à-dire que on va avoir le cœur et de moins en moins ça va être rempli. Voilà, donc c'est ce qui fait que ça a des bords flous. Sauf lorsqu'on est au niveau d'une scissure, d'accord? Une scissure, il n'y a pas de communication entre le lobe supérieur gauche et le lobe inférieur gauche.
D'accord? Et donc à cet endroit-là, on peut avoir une limite nette. Mais lorsqu'on est au sein d'un lobe, la limite de syndrome alvéolaire va être floue. D'accord? Par cette alternance et par cette évolution du remplissage de l'alvéole en pu, par exemple. Ensuite, le bronchogramme aérien, je vous l'ai expliqué, c'est la transparence des bronches au sein des alvéoles qui sont rempli d'eau. Voilà. Et ensuite, je vous ai parlé des ailes de papillon qu'on peut trouver notamment dans l'OAP, d'accord, où on a un épaississement alvéolo-interstitiel à prédominance périhilaire en ailes de papillon. Voilà, donc je vous mets la photo à l'écran. On voit cet aspect en aile de papillon qui est vraiment périhilaire. Voilà. Mais je vous mets à l'écran, mais bon, c'est pas tout n'est pas à savoir, mais c'est juste pour avoir une idée des différentes étiologies du syndrome alvéolaire. Évidemment, on retrouve en premier lieu la pneumopathie franche lobaire aiguë, mais on peut trouver également l'OAP, la tuberculose. Donc pareil, la tuberculose, on va avoir un comblement par du pus, par des cellules des alvéoles. Passe au sujet que tout le monde se pose la question, c'est le syndrome alvéolaire. Donc déjà, deux petits disclaimers. Sachez que en radiographie, le syndrome alvéolaire est facile entre guillemets à décrire uniquement lorsqu'il est très marqué. Lorsqu'il y a un syndrome alvéolaire peu marqué, la radiographie est un très mauvais examen pour l'analyser. L'examen clé et l'examen phare, c'est évidemment le scanner thoracique à haute résolution, en coupe fine, en coupe parenchymateuse, c'est vraiment l'examen clé qui permet de le décrire. Donc beaucoup de radiologues parfois se tromperont lorsqu'ils décriront des syndromes interstitiels, ce sera faux et c'est pour ça que c'est difficile parce que vous, des fois on vous pose la question, mais sachez que on peut décrire un syndrome interstitiel lorsqu'il est vraiment typique et marqué. Et on va voir que dans le syndrome alvéolaire, c'est une seule entre guillemets entité qui rentre dans le syndrome alvéolaire et qui donne la symptomatologie, c'est-à-dire que c'est vraiment un comblement liquidien, d'accord, de l'alvéole qui va donner ce syndrome alvéolaire. Ça peut être du liquide comme ce que je vous ai dit par exemple dans les pneumopathies, etc. Sauf que dans le syndrome interstitiel, il va y avoir plusieurs entités qui vont rentrer dans le syndrome interstitiel. L'interstitium, c'est quoi? C'est le tissu de soutien des alvéoles. Je vous montrerai également en même temps à l'écran à quoi ressemble le lobule pulmonaire ainsi que les différentes parties de l'architecture pulmonaire. Comprendre l'architecture pulmonaire, c'est le seul moyen de bien comprendre le syndrome interstitiel. Comprendre qu'il y a les alvéoles qui sont organisées en lobules, d'accord, en lobules primaires, avec des septa interlobulaires, après avec des septa interlobulaires, avec l'alvéole, la bronchiole, les artères, etc. qui vont venir autour pour alimenter, et donc tout ce tissu de soutien peut être inflammé, peut être épaissi, peut être atteint, et les différentes atteintes de ces différents composants de l'interstitium va pouvoir donner le syndrome interstitiel. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Concentrez-vous parce que c'est le moment le plus important et c'est les questions les plus demandées. C'est là où il y a le plus d'erreurs sur ce syndrome interstitiel par rapport au syndrome alvéolaire. Donc c'est vraiment tout ce qui est l'atteinte, l'inflammation, la fibrose, etc. du tout le tissu de soutien des alvéoles pulmonaires, d'accord? Donc les alvéoles sont organisées en termes de lobules, donc on a une grappe d'alvéoles qui vont être nourries par une bronchiole, par une branche, d'accord, branche antrolobulaire avec l'artère et veine, tout ce tissu de soutien avec les différents chaînes ganglionnaires qui vont cheminer à différents endroits peut également être atteinte, d'accord? Donc de manière classique sur une radiographie de thorax et même en scanner, on voit très peu l'interstitium parce qu'il est très fin, et dès qu'il va y avoir une inflammation, dès qu'il va y avoir une atteinte de cet interstitium, c'est à ce moment-là qu'on peut avoir un syndrome interstitiel. Et donc la première chose qu'on peut avoir dans le syndrome interstitiel, c'est les opacités linéaires ou bien les réticulations. Donc les réticulations, c'est quoi? C'est tout simplement le fait qu'on a un épaississement des différentes lignes de l'interstitium. Donc on va voir qu'on peut avoir des réticulations interlobulaires, donc ce sont à l'intérieur du lobule, mais on peut avoir également des réticulations intralobulaires. Donc on peut avoir des réticulations interlobulaires entre les lobules, d'accord? Donc c'est ce qui va dessiner les septa entre les lobules, et on peut avoir des réticulations intralobulaires, et là c'est à l'intérieur du lobule. Donc on peut avoir différentes lignes, on les voit mieux en scanner, mais en radiographie, lorsqu'on a un épaississement interlobulaire, on appelle ça des trabéculations, et on peut le voir en radiographie. Donc là je vous mets également à l'écran l'image. Donc ce sont plein de petites lignes qui traduisent l'épaississement de cet interstitium entre les lobules. Ensuite on peut avoir des lignes qui sont plus petites, et là ça peut être la
la traduction de l'épaississement intralobulaire. Là, ce qu'on voit à l'image, la principale différence avec le syndrome alvéolaire, c'est qu'on n'a pas vraiment des opacités. Là, on voit vraiment des petites lignes qui sont épaissies, et donc là, ça traduit vraiment l'atteinte de l'interstitium. Ensuite, on peut avoir plein d'opacités micronodulaires, d'accord? Donc ce sont des micronodules. Donc là, on parle quand même d'opacité, d'accord? Parce que on a une visibilité accrue, donc en termes de blanc en radio, ce sont des opacités, d'accord? Radio opaque, mais là, ce sont des micronodules. Donc micronodules, ce sont inférieurs à 3 mm. Et on peut avoir un petit épaississement, plein de petits micronodules qui sont disséminés. D'accord? Et ça peut se retrouver notamment dans la miliaire tuberculeuse. Je vous mettrai également à l'écran ce que ça donne en scanner et après ce que ça peut donner en radiographie. Ensuite, on peut avoir un épaississement avec non pas des micronodules mais des nodules ou bien des macronodules. D'accord? On parle de masse à partir de 3 cm. Je vous mettrai également les différentes, comment on parle en termes de taille en fonction des nodules. Donc micronodules, nodules, macronodules ou bien masse. Ensuite, dans le syndrome interstitiel et notamment, vous le verrez lorsque vous faites les pneumopathies interstitielle commune, on verra que on peut voir également ce qu'on appelle un aspect en rayon de miel avec plusieurs travées linéaires sur sous-pleural, d'accord, avec plusieurs étages. On verra la principale différence avec certaines pathologies qui sont à vraiment une seule étage. Là, on a plusieurs étages de ces opacités linéaires. Après, vous verrez que par exemple, lorsqu'on a un épaississement micronodulaire ou bien nodulaire, on peut avoir différents types de distribution en fonction des pathologies. Là, le but n'est pas de rentrer en détail, mais on verra que par exemple dans la sarcoïdose, ce sont des pathologies qui atteignent préférentiellement tout ce qui est lymphatique et donc ça va suivre tout ce qui est lymphatique, donc le long des vaisseaux, le long des scissures. Et donc pour résumer, au niveau du syndrome interstitiel, souvent ce sont des opacités à limite nette et en pratique ces opacités ne sont pas confluentes, elles ne sont non systématisées, il n'y a pas de bronchogramme aérien parce que finalement les bronches ne vont pas particulièrement apparaître en transparence au niveau de grosses opacités. On va avoir un épaississement au niveau des différentes lignes de l'interstitium, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de bien différent. On peut avoir l'épaississement des lignes, on peut avoir plein de petits nodules, micronodules, on peut avoir plein de petites choses comme ça, mais c'est vraiment à différencier du syndrome alvéolaire qui lui est une grosse densité liquidienne systématisée à un lobe. Sachez que la séparation entre le syndrome interstitiel et le syndrome alvéolaire n'est pas toujours facile. Des fois ils vont se recouper, des fois il va y avoir des pathologies qui vont s'exprimer par ces deux syndromes et voilà, le but après c'est quand vous êtes radiologue, vous allez vraiment apprendre à faire la différence. Lorsque vous êtes un médecin généraliste ou bien que vous préparez les EDN, sachez que les images que l'on va vous proposer seront plutôt caractéristiques et donc c'est comme celle que je vous ai montrée à l'écran, il n'y aura pas trop de doute. On va terminer par le syndrome bronchique et quelques petites situations cliniques. Le syndrome bronchique, c'est finalement une atteinte des bronches et surtout deux atteintes qu'il faut savoir. Premièrement, ça va être l'épaississement des bronches, donc épaississement de la paroi bronchique qui normalement est peu visible, donc l'épaississement de la paroi de ces bronches, mais également aussi la deuxième manifestation, ça peut être une dilatation des bronches, donc un excès de visibilité sans particulièrement avoir des bronches épaissies. On peut avoir des bronches épaissies et dilatées, on peut avoir des bronches qui ne sont pas dilatées mais épaissies. Et voilà. Donc on a différents types de dilatation de bronches, on peut avoir des dilatations de bronches linéaires, on peut avoir des dilatations de bronches variqueuses, on peut avoir des dilatations de bronches kystiques. Et dans le syndrome bronchique, ce qu'il faut connaître, c'est l'atelectasie. Donc vous avez déjà dû entendre parler d'atelectasie. L'atelectasie signifie qu'il y a lorsque le poumon est un organe qui est fait pour respirer, lorsqu'il va y avoir une obstruction de la bronche, le territoire d'aval va finir par finalement se collaber, se fermer sur lui-même parce qu'il n'y a plus d'air qui va l'alimenter et donc il va complètement se rétrécir et se recroqueviller sur lui-même. Donc il peut y avoir plusieurs causes, il peut y avoir un bouchon à l'intérieur, par exemple une cacahuète, il peut y avoir une tumeur à l'intérieur, il peut y avoir également une masse qui va être extrinsèque, donc qui va venir collaber la bronche. Donc il y a plusieurs choses qui vont pouvoir obstruer la bronche et lorsque la bronche est obstruée, le territoire d'aval va finir par se collaber et donc donner une atelectasie. Donc atelectasie est égale à collapsus en aval d'un comblement bronchique, tout simplement. Et donc on comprend bien la différence entre une atelectasie et une pleurésie. Je m'explique. Lorsque vous avez un poumon blanc, il peut y avoir deux situations. Il peut y avoir un épanchement pleural extrêmement abondant, d'accord, qui va remplir toute la plèvre et donc on va avoir normalement une cavité qui est la plèvre qui n'est pas censée être remplie. On va avoir un matériel en plus, donc qui est cette eau qui va remplir le poumon. À la différence de l'atelectasie qui, elle, le poumon va complètement se collaber, d'accord? Donc on va avoir une perte de matériel. Normalement, on est censé avoir de l'air et là, il n'y a pas d'air qui va rentrer dans le poumon.
Donc le poumon va perdre en volume, il va se ratatiner sur lui-même. Et lorsqu'on a compris la différence entre ces deux pathologies, on comprend que dans la pleurésie, il va y avoir plutôt une augmentation de volume, donc plutôt une déviation de toutes les structures qui sont censées être aux alentours. Donc la trachée va être déviée par exemple, alors que dans l'atelectasie, il va y avoir une attraction de toutes les structures parce que le poumon va se ratatiner sur lui-même. Voilà, donc ça c'est la principale différence dans un poumon blanc pour faire la différence entre pleurésie et atelectasie. C'est tout pour aujourd'hui par rapport à la radiographie de thorax. Si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres suggestions sur certaines choses que j'ai pu oublier dans la radiographie de thorax, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. J'ai essayé d'être le plus complet, d'aborder le plus de choses possible en restant succinct, en ne rentrant pas trop dans les détails et en essayant d'être le plus imagé possible. J'espère que cela vous aura plu, que ça a pu vous apporter des choses. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous prépare d'autres vidéos sur d'autres sujets de cette façon, sur les études de médecine, sur les radiographies de thorax, sur le scanner. Voilà, n'hésitez pas à consulter le contenu de la chaîne. Moi, je vous souhaite de bonnes révisions. Je vous dis à bientôt. Ciao!